Et si ce que nous croyons être stable n'était en réalité qu'une illusion passagère? L'histoire est jalonnée de tournants brusques qui redéfinissent les reglas qui donnent les règles du jeu. Ce qui semblait fonctionner pendant des années perd soudainement tout son sens. La confiance dans ce que l'on connaît peut s'avérer dangereuse, car la réalité évolue sans prévenir. Prenons comme exemple l'écart abyssal entre les années 1920 et les années 1930. Un changement radical des conditions économiques, sociales et politiques. Ce genre de rupture n'est pas exceptionnel. Il fait partie du cycle naturel du système. Et aujourd'hui, nous nous trouvons à nouveau face à une transition que beaucoup ne parviennent pas encore à saisir pleinement. Pendant longtemps, les banques centrales ont adopté des politiques expansionnistes, assouplissant les conditions monétaires pour stimuler l'économie. Toutefois, ce modèle, fondé sur l'endettement excessif, montre désormais des signes clairs d'essoufflement. Dans la phase terminale de tout cycle, les individus ont tendance à projeter le passé sur l'avenir, sans réaliser que l'environnement a déjà changé. De là émergent les surprises qui secouent les marchés et déstabilisent les décideurs économiques. La Réserve fédérale, par exemple, a commis une erreur en appliquant des cadres traditionnels à une réalité qui ne correspond plus à ces schémas. Leur hypothèse était simple. Une croissance plus forte et un chômage plus faible entraîneraient une inflation. Mais le monde d'aujourd'hui est bien différent. Nous vivons à une époque d'automatisation, de numérisation et de capacité de production excédentaire à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, les mécanismes classiques perdent de leur efficacité. Ce qui inquiète vraiment maintenant, c'est que les outils traditionnels de stimulation économique perdent leur pouvoir, précisément au moment où il pourrait être le plus nécessaire. Nous faisons face à un risque asymétrique considérable. Si un ralentissement économique survient, et plusieurs signaux l'indiquent, les banques centrales pourraient se retrouver impuissantes. Cette vulnérabilité survient dans un contexte de montée des inégalités. Lorsque les tensions entre classes sociales ou visions idéologiques s'exacerbent, l'impact d'une crise peut devenir bien plus profond. Que se passera-t-il si l'économie s'arrête et que les gouvernements n'ont plus de marge de manœuvre pour réagir? Voilà le dilemme de notre époque. Le recentrage de la politique monétaire que nous avons observé récemment n'est pas anodin. Il s'agit d'une réponse à un contexte mondial qui commence à révéler ses faiblesses structurelles. Face à cela, la meilleure approche est la préparation. Ajuster nos stratégies et reconnaître que les anciens manuels ne sont plus adaptés. Diversifier les portefeuilles devient impératif. L'or, par exemple, demeure un actif précieux en période d'incertitude. Il ne s'agit pas de se concentrer uniquement sur lui, mais de maintenir un équilibre stratégique capable de protéger le patrimoine à travers différents scénarios. Le marché actuel est, en grande partie, excessivement endetté. Le recours massif à la dette pour financer les rachats d'actions, les fusions ou les acquisitions a créé une bulle silencieuse. Cette structure est extrêmement fragile. C'est pourquoi disposer d'une stratégie intégrant des actifs résilients comme l'or devient encore plus crucial. Les devises sont également au cœur du débat. Détenir une obligation revient à faire confiance à une monnaie qui sera versée dans le futur. Mais si cette monnaie perd de sa valeur en raison de déficits croissants et d'une incapacité à stimuler davantage, le paysage se transforme radicalement. Nous nous dirigeons vers une période de déficit budgétaire plus important, probablement financé par l'émission monétaire. Ce processus érode la valeur des devises. Ainsi, la gestion des risques doit tenir compte du fait que nous entrons dans une phase plus volatile et plus complexe. Dans les prochaines années, nous assisterons à des restructurations de dettes, à des tensions géopolitiques et à des récessions dans différentes régions. Ce n'est pas une question de savoir si cela arrivera, mais quand cela arrivera. Tu aimes comprendre comment l'argent circule dans le monde. Abonne-toi pour ne rien manquer. En résumé, nous approchons de la fin des grands cycles d'endettement, à court comme à long terme, et avec cela, des limites de ce que les banques centrales peuvent encore accomplir. Nous l'observons déjà en Europe, au Japon et progressivement aussi aux États-Unis. Ce n'est pas un effondrement immédiat,
mais c'est un avertissement clair. Comprendre ces cycles, adopter une perspective historique et agir avec prévoyance peut faire toute la différence entre naviguer à travers la tempête ou être emporté par elle. Nous vivons une période où les fractures structurelles du système économique mondial deviennent de plus en plus visibles. L'inégalité dans la répartition des richesses a atteint des niveaux alarmants, alimentant des tensions politiques et sociales qui rappellent étrangement celles des années 330. À mesure que les extrêmes idéologiques se renforcent, la capacité à parvenir à un consensus s'érode. Et cela est crucial, car lorsque les règles du jeu politique changent, les marchés et l'économie réagissent avec force. Un exemple clair fut la baisse des impôts sur les entreprises. En augmentant les bénéfices nets, la valorisation des actions a bondi. Mais ce type de stimulus n'est pas viable à long terme. Le contexte actuel se caractérise par une division idéologique croissante, des difficultés à relancer l'économie avec des méthodes traditionnelles et une fragmentation qui s'étend à l'échelle mondiale. Un facteur déterminant est l'ascension de la Chine en tant que puissance montante, défiant l'hégémonie des États-Unis. Cette rivalité a donné lieu à une nouvelle forme de protectionnisme et à une méfiance mutuelle, qui évoquent à bien des égards le climat ayant précédé la Seconde Guerre mondiale. Les conséquences sont multiples: barrières commerciales, tensions technologiques et reconfiguration des chaînes d'approvisionnement mondiales. Pendant des années, le monde a bénéficié d'une économie interdépendante et hautement efficace à cycles où les composants circulaient librement au-delà des frontières. Aujourd'hui, ce modèle est mis à rude épreuve. Les nations adoptent des stratégies d'autosuffisance pour protéger leurs intérêts stratégiques. Le résultat est un environnement plus rigide, moins coopératif et bien plus incertain. Les États-Unis déclarent « Nous ne voulons plus dépendre des technologies étrangères ». La Chine répond « Nous ne pouvons pas compter sur l'accès à vos innovations ». Ce découplage modifie profondément la dynamique économique mondiale et représente une force de changement aussi importante que toute autre dans l'histoire récente. Ces forces, démondialisation, protectionnisme, affrontements technologiques, rappellent fortement celles qui ont façonné le monde à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Nous entrons dans une nouvelle ère, différente de celle initiée après la crise de 2008, lorsque les banques centrales ont massivement eu recours à l'impression monétaire et à l'expansion du crédit pour éviter un effondrement. Mais ces mécanismes perdent en efficacité. Le système a atteint un point de saturation, et c'est pourquoi nous approchons d'une transformation en profondeur. Quand on parle de dépression, ce n'est pas dans un registre apocalyptique, mais pour désigner un phénomène profond et durable, comme celui survenu entre 1929 et 1932. Contraction du PIB, explosion du chômage et effondrement structurel. Que s'est-il passé ensuite? En 1933, une émission monétaire massive a été déclenchée, provoquant une reprise économique. Mais le retour au niveau précédent, tant sur les marchés boursiers que dans le tissu productif, a pris de nombreuses années. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas une récession cyclique, c'est une phase de rupture, un moment de transition où les fondements du système sont redéfinis. Et ce qui vient ne se limite pas à davantage d'émissions monétaires, ce sera une période de redistribution, de reconfiguration et de réinvention. Ces cycles d'ajustement ne durent pas indéfiniment. Ils s'étendent généralement sur quelques années, suivis d'une phase de reconstruction. Ce qui permettra de surmonter cette étape ne réside pas uniquement dans les politiques économiques, mais dans la capacité humaine à s'adapter, à innover et à transformer. La créativité a toujours été, historiquement, la force qui a permis au monde de renaître après chaque grande crise. Une étude couvrant 5 siècles de données économiques montre que les grands effondrements sont à peine perceptibles dans les tendances à long terme. Ils apparaissent comme de simples ondulations, même s'ils sont dévastateurs sur le moment. Le PIB peut chuter, le chômage peut exploser, mais le système se réorganise grâce à l'ingéniosité collective. Si nous parvenons à coopérer efficacement, le monde qui émergera sera nouveau mais viable. L'ordre mondial évoluera, mais notre capacité d'adaptation nous permettra d'aller de l'avant.
Après tout, ce à quoi nous faisons face aujourd'hui, ce sont essentiellement des problèmes d'argent, de dette et de confiance. Quant à la valorisation actuelle du marché, je pense que chercher le moment parfait pour entrer ou sortir est une illusion. Tenter de prévoir chaque nouvelle variable ou événement est irréaliste. Tout est interconnecté et le système s'ajuste en permanence. Dans ce contexte, la clé est la résilience, non la précision chirurgicale dans le timing. Dans le contexte actuel, je pense que les investisseurs doivent comprendre 2 principes clés pour protéger efficacement leur capital. Premièrement, il est essentiel de reconnaître que conserver des liquidités en espèces ne signifie pas être en sécurité. Bien que cela puisse sembler une option prudente en raison de sa stabilité, l'argent perd constamment de sa valeur sous l'effet de l'inflation. En l'absence de taux d'intérêt compensant cette perte, garder d'importantes sommes en liquidité équivaut à subir une perte silencieuse mais persistante, année après année. En pratique, c'est un investissement à rendement négatif. Deuxièmement, il est crucial d'apprendre à construire un portefeuille équilibré. Les marchés ne se déplacent jamais dans une seule direction. Quand certains actifs chutent, d'autres peuvent augmenter. Par exemple, si les actions baissent à cause d'une baisse des attentes de croissance, les obligations ont tendance à s'apprécier car les investisseurs anticipent une politique monétaire plus accommodante. Ce type de dynamique se retrouve aussi dans des actifs comme les métaux précieux. Comprendre ces corrélations inverses permet de structurer des portefeuilles diversifiés qui non seulement protègent contre le risque, mais peuvent offrir de bons rendements ajustés à la volatilité. Dans notre approche, nous appelons cela une stratégie tout temps. Essayer de deviner le moment exact pour entrer ou sortir du marché est un jeu risqué. Même avec un talent pour anticiper, les événements qui redéfinissent la CETA ni la scène mondiale modifient profondément la valeur relative des actifs. C'est pourquoi il est plus sage de se concentrer sur une structure solide plutôt que sur des tactiques de timing. Fondamentalement, que ce soit au niveau individuel, entrepreneurial ou étatique, il est indispensable de maintenir un équilibre entre revenus et dépenses. Tous fonctionnent avec un état financier composé d'un compte de résultats et d'un bilan. Lorsqu'une monnaie devient une réserve internationale, cela confère à son pays émetteur d'énormes privilèges. Il peut s'endetter plus facilement et étendre sa base monétaire, ce qui lui procure un pouvoir géopolitique. Nombre d'instruments de pression économique reposent précisément sur ce statut. Cependant, l'histoire montre qu'aucune monnaie hégémonique ne l'est pour toujours. Avec le temps, toutes subissent des processus de dévaluation ou de perte de confiance. Dans ce contexte, posséder des obligations revient à avoir le droit de recevoir une certaine monnaie à l'avenir, ce qui devient moins attractif si l'émetteur imprime davantage de monnaie. Cela crée un déséquilibre entre l'offre et la demande de ces titres de dette. S'ajoute à cela un changement structurel dans le commerce international. Aujourd'hui, la Chine représente une part plus importante du commerce mondial que les États-Unis, un fait marquant un tournant. Nous vivons dans un système monétaire fiduciaire où les déficits fiscaux sont énormes et financés principalement par émission monétaire. Ces déficits génèrent des obligations qui doivent nous trouver preneurs, mais les acteurs institutionnels capables d'absorber ces instruments sont limités. En analysant leur portefeuille, il est évident que la demande ne suffit pas, ce qui accroît la pression pour que les banques centrales interviennent davantage. Par conséquent, nous assistons à une transformation profonde des véhicules de conservation de la valeur. Lorsque la liquidité est injectée et que les taux réels et nominaux baissent, les flux se dirigent vers des actifs alternatifs. Ce fut le cas lors des programmes d'achat d'actifs de la Réserve fédérale et cela s'est aussi produit dans le passé. Par exemple, en 1933, lorsque Roosevelt prit des mesures similaires, la valorisation des actifs fut notable. Aujourd'hui, l'excès de liquidité continue de pousser les prix de certains actifs financiers. Si nous continuons à augmenter la quantité d'obligations et, simultanément, la masse monétaire en circulation, les obligations perdront de la valeur en termes relatifs et nous verrons une migration du capital vers d'autres refuges. Or, immobilier, actions technologiques ou même crypto-monnaies, selon le contexte.
Mon interprétation est que nous sommes entrés dans une nouvelle phase économique. Nous atteignons les limites du modèle fondé sur l'expansion monétaire. Mais il ne suffit pas qu'une devise soit considérée comme une réserve. Il doit y avoir une confiance véritable derrière elle. L'un des sujets centraux que j'explore est la Chine. Certains pensent que j'ai une posture plus ouverte envers ce pays par rapport à d'autres analystes plus sceptiques. Mon approche repose sur une connaissance approfondie. Je m'y rends depuis 1984. J'ai noué des relations avec des dirigeants locaux et j'observe de près leur stratégie. Ce que je partage est le fruit de cette expérience directe, pas de conjecture. Depuis cette époque, le revenu par habitant en Chine s'est multiplié par 26. C'est un cas de transformation sans précédent. C'est pourquoi juger la Chine à distance, sans nuance ni compréhension réelle de son évolution, conduit à des erreurs d'analyse. En définitive, ce à quoi nous assistons n'est pas simplement une série d'ajustements cycliques. C'est un processus de transition, une redéfinition profonde. Et pour le traverser avec succès, il faut une vision structurelle, de l'adaptabilité et une intelligence stratégique. À l'heure actuelle, on observe une tendance mondiale marquée vers une répartition plus équitable de la richesse, un concept que certains désignent sous le nom de prospérité partagée. Ce phénomène ne signifie pas nécessairement une expropriation ou une perte du capital individuel, mais plutôt un effort visant à faire en sorte que la croissance économique profite à une part plus large de la société. D'un point de vue technique, cette orientation vers une plus grande égalité ne doit pas être interprétée comme une adoption de politiques extrêmes. En réalité, si l'on compare les approches de redistribution entre différents pays, les mesures mises en œuvre dans certaines nations occidentales sont souvent plus radicales que celles adoptées par des gouvernements asiatiques, comme celui de la Chine, qui malgré ses spécificités, continue de privilégier fortement la croissance de la productivité. Ce constat renforce un principe fondamental pour les investisseurs. La diversification géographique et sectorielle du portefeuille n'a jamais été aussi essentielle. Face aux bouleversements structurels de l'économie mondiale, se limiter à une seule région ou à un seul type d'actifs constitue un risque considérable. La Chine, par exemple, s'est affirmée comme une destination stratégique pour les capitaux. Plus de 40% des introductions en bourse récentes ont eu lieu sur des marchés boursiers chinois, témoignant du dynamisme de ses places financières et de son poids croissant dans le système mondial. L'histoire économique montre que les grandes puissances construisent leur système financier comme un socle de leur hégémonie. Amsterdam a été le centre financier mondial à l'époque du florin néerlandais, Londres a pris ce rôle pendant l'Empire britannique, et New York s'est imposé au cours de la domination américaine. Aujourd'hui, nous assistons à un changement de paradigme, où ces structures de pouvoir traditionnelles sont remises en question. Ce basculement a également des répercussions sur la stabilité des monnaies de réserve. Imaginez un pays dans l'impossibilité d'émettre sa propre monnaie, comme un État fédéré dépendant. Il n'aurait alors d'autre choix que d'augmenter les impôts ou de réduire les dépenses publiques, ce qui entraîne inévitablement des tensions sociales. L'histoire est éloquente. Les grands empires ont souvent connu des conflits internes lorsque leurs finances publiques sont devenues intenables, et ces tensions ont été parmi les principales causes de guerres civiles. Bien que la théorie économique recommande de dépenser moins que ce que l'on gagne, appliquer cette logique dans un contexte aussi fragmenté et polarisé est particulièrement difficile. C'est pourquoi, dans ma recherche personnelle de compréhension, j'ai commencé à approfondir l'étude des grands phénomènes historiques, à la fois par intérêt intellectuel et par nécessité professionnelle chez Bridgewater. Une expérience fondatrice dans mon parcours remonte à 1971, alors que je travaillais comme assistant sur le parquet de la Bourse de New York. Le 15 août de cette année-là, le président Nixon annonça la fin de la convertibilité du dollar en or. La réaction fut immédiate. Certains pays européens refusèrent d'accepter les dollars. Le lendemain, en arrivant à la bourse, je pensais assister à une crise majeure. Je m'attendais à une chute massive des marchés. À ma grande surprise, les actions ont fortement augmenté. Cette contradiction m'a poussé à explorer des épisodes historiques analogues, notamment celui du 5 mars 1933,
lorsque le président Roosevelt suspendit la convertibilité de l'or. J'ai alors compris qu'une dévaluation monétaire permettait de relancer l'économie en augmentant la liquidité disponible, ce qui a un effet positif sur les actifs financiers. Aujourd'hui, j'identifie 3 forces majeures qui redéfinissent profondément notre environnement économique et qui ne s'étaient jamais manifestées ensemble à cette échelle de notre vivant. 1. La transformation du système monétaire et du crédit. Avec des taux d'intérêt proches de zéro et une demande massive de pouvoir d'achat supplémentaire, les gouvernements ont généré des volumes colossaux de dettes qui sont ensuite monétisés et orientés par les banques centrales vers les secteurs jugés prioritaires. Ce phénomène, très visible durant la pandémie, existait déjà auparavant. Comprendre qui a accès à ces flux financiers et qui en est privé est crucial, non seulement pour anticiper les marchés, mais aussi pour saisir les dynamiques sociales profondes. Deuxième, l'essor du populisme et l'aggravation des inégalités économiques. L'élection de dirigeants comme Donald Trump illustre un mouvement plus vaste qui traverse de nombreuses nations. Une part importante de la population se sent laissée pour compte, exclue des fruits de la mondialisation et du progrès économique. Ce type de situation n'était pas courant dans les économies développées il y a encore quelques décennies. C'est pourquoi j'ai décidé d'analyser plus en profondeur la répartition des revenus, en me concentrant sur les 60% les plus pauvres de la population. Ce que j'ai découvert est alarmant. Les niveaux actuels d'inégalité sont comparables à ceux observés dans les années 1930. La politique monétaire que nous observons aujourd'hui, avec des taux d'intérêt proches de zéro et une expansion massive de la masse monétaire par les banques centrales, n'est pas inédite. La dernière fois que des mesures similaires ont été mises en œuvre remonte à la période de 1930 à 1945. C'est précisément à cette époque que l'on a également constaté des niveaux élevés d'inégalités et communautés économiques et de fortes tensions sociales. C'est là un des éléments fondamentaux. Les conflits que nous vivons aujourd'hui trouvent leur origine dans la répartition des ressources et les tensions économiques sous-jacentes. Et cela se traduit inévitablement par des choix fiscaux, par la manière dont les impôts et les dépenses publiques sont structurés. Ainsi, lorsqu'on analyse une nouvelle administration, quelle qu'elle soit, il est essentiel de considérer comment elle traitera ces enjeux structurels. Pour mieux comprendre ce contexte, un autre facteur clé entre en jeu, l'émergence d'une nouvelle puissance mondiale qui commence à remettre en question le leadership historique d'une superpuissance établie. L'ordre international, tel que nous le connaissons, a été instauré après la Seconde Guerre mondiale, en 1945. À ce moment-là, les États-Unis sont sortis vainqueurs du conflit, représentant environ la moitié de la production économique mondiale et détenant environ 80% des réserves mondiales d'or. L'or constituait alors la base du système monétaire, et un ordre global s'est structuré autour du dollar et de l'hégémonie américaine. Aujourd'hui, le contexte est différent. L'ancienne Union soviétique, bien qu'elle ait été un rival politique et militaire, n'a jamais été un concurrent économique véritablement comparable aux États-Unis. Elle disposait de l'arme nucléaire, certes, mais son économie était structurellement faible en comparaison. En revanche, nous assistons aujourd'hui à l'émergence d'un concurrent bien plus équilibré. Cette nouvelle dynamique est visible chaque jour, et ceux d'entre nous qui voyagent et côtoient les décideurs au cœur de ces évolutions peuvent constater clairement les transformations stratégiques en cours. À mon sens, ces 3 phénomènes, l'aggravation des inégalités, l'utilisation intensive des politiques monétaires et l'escalade géopolitique, constituent les grandes forces transformatrices de notre époque. C'est ce qui m'a conduit à étudier en profondeur ce qui fait qu'une monnaie devient ou reste une référence internationale. Pour mener cette étude correctement, il fallait remonter loin dans le passé. J'ai ainsi exploré 5 siècles d'histoire économique, en examinant les grands cycles de domination financière. D'abord l'Empire néerlandais avec Amsterdam et le florin, ensuite la suprématie britannique avec Londres et la livre sterling. Et enfin, l'ascension du dollar américain avec New York comme centre financier mondial. Je me souviens que, lors d'une intervention ici, il y a quelques années, j'avais affirmé «
Le cash est une mauvaise option. Vous vous en souvenez? À l'époque, c'était vrai. La monnaie fiduciaire perdait rapidement de sa valeur. Mais est-ce toujours le cas aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, la détention de liquidités a retrouvé un certain équilibre. Ce n'est pas le moment d'assouplir encore davantage la politique monétaire. Ce ne serait pas une bonne décision. Alors, que devons-nous surveiller désormais? Le facteur déterminant n'est plus uniquement l'inflation, mais plutôt l'équilibre entre l'offre et la demande de dette. C'est cela qui orientera les évolutions économiques. Pourquoi? Parce que si l'émission de dette excède la capacité des marchés à l'absorber, un déséquilibre majeur survient. Et dans un tel cas, l'État devra faire un choix. S'il n'intervient pas activement pour combler ce déficit de demande, les taux d'intérêt grimperont. Et cela, inévitablement, aura des effets négatifs sur l'ensemble de l'économie. De mon point de vue, c'est la problématique la plus pressante et la plus déterminante de la conjoncture économique actuelle.